Est-ce que vous avez déjà dit quelque chose à quelqu'un, un mot, une remarque, peut-être même rien du tout, et du jour au lendemain, cette personne a arrêté de vous parler? Elle est toujours là, physiquement présente, mais elle ne répond plus. Elle ne vous regarde plus dans les yeux. Elle passe devant vous sans un mot, sans un signe, comme si vous étiez transparent. Comme si vous n'existiez plus. Ou peut-être que c'est vous qui avez fait ça à quelqu'un. Peut-être que vous avez vécu une situation tellement douloureuse, tellement frustrante, que vous avez choisi de vous taire. De couper. De disparaître dans le silence plutôt que d'affronter la conversation. Dans les deux cas, vous connaissez le silent treatment. Et si vous pensez que c'est juste bouder, prendre du recul, cette vidéo va probablement vous faire voir les choses très différemment. Parce que le silent treatment, le silence punitif, comme on l'appelle aussi, est l'un des comportements les plus complexes, les plus douloureux et les plus mal compris des relations humaines. C'est un sujet dont on ne parle pas assez, peut-être justement parce qu'il est difficile à nommer. Il ne laisse pas de traces visibles. Il n'y a pas de mots blessants à citer, pas de gestes à décrire. Il n'y a que le vide. Et pourtant, ce vide peut faire autant de dégâts, parfois plus, qu'une dispute ouverte. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer ce qu'est vraiment le silent treatment, d'où il vient, pourquoi certaines personnes y ont recours, ce qu'il provoque chez celui qui le reçoit, comment le distinguer d'un besoin légitime de solitude, et surtout, comment réagir quand vous en êtes victime, ou comment en sortir quand c'est vous qui l'infligez. Commençons par définir de quoi on parle. Le silent treatment, littéralement le traitement du silence, c'est le fait de couper délibérément toute communication avec une personne suite à un conflit, une déception ou une situation perçue comme une offense. Ce n'est pas juste ne pas parler. C'est refuser activement tout contact, ignorer les messages, ne pas répondre aux questions directes, quitter la pièce quand l'autre entre, agir comme si la personne n'existait tout simplement pas. Et ce comportement a une longue histoire. Historiquement, l'exclusion sociale était l'une des punitions les plus sévères qu'une communauté pouvait infliger à l'un de ses membres. Dans certaines sociétés traditionnelles, être ignoré par le groupe, c'était une menace de survie réelle, parce que seul, on ne survivait pas. Notre cerveau a conservé cette programmation. Des études en neurosciences, notamment celle du chercheur Kipling Williams de l'université Purdue, ont montré que l'exclusion sociale active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Ce n'est pas une métaphore. Quand vous êtes ignoré par quelqu'un qui compte pour vous, votre cerveau vit ça comme une blessure. Comme quelque chose de réel, de tangible, de physiquement douloureux. Ce qui rend le silent treatment particulièrement insidieux, c'est qu'il est difficile à identifier clairement pour celui qui le subit. Quand quelqu'un vous crie dessus, vous savez que vous subissez quelque chose d'inacceptable. Vous pouvez le nommer, le décrire, en parler. Mais quand quelqu'un vous ignore, il y a toujours un doute qui s'installe. Est-ce que j'exagère? Est-ce qu'il est juste occupé? Est-ce que je mérite peut-être ce silence? Est-ce que c'est de ma faute? Et c'est précisément dans cet espace de doute que le silent treatment fait le plus de dégâts, pas dans le silence lui-même, mais dans l'interprétation que vous en faites, dans le récit que vous construisez autour de ce vide. Pourquoi certaines personnes ont-elles recours au silent treatment? Les raisons sont multiples, et il est important de les distinguer pour comprendre ce qu'on a vraiment en face de soi. La première raison, et la plus répandue, c'est l'incapacité à gérer le conflit. Certaines personnes n'ont tout simplement jamais appris à exprimer leurs émotions avec des mots, à dire « je suis blessé »,« je suis en colère »,« ce que tu as fait m'a fait mal ». Ces personnes ont grandi dans des environnements où les émotions n'étaient pas nommées, pas accueillies, parfois même activement réprimées. Alors quand quelque chose les blesse, elles font ce qu'elles ont toujours vu faire ou ce qu'elles ont appris à faire pour se protéger. Elles se taisent. Ce n'est pas forcément une décision consciente et calculée. C'est souvent un réflexe, un mécanisme de défense profondément ancré. La deuxième raison, c'est la recherche de contrôle. Le silence peut être utilisé comme un outil de pouvoir dans une relation. En refusant de communiquer, on place l'autre dans une position d'attente, d'inconfort, de demande. On l'oblige à venir, à s'expliquer, à supplier presque. Et cette position de supplication inverse le rapport de force. Celui qui se tait reprend le contrôle d'une situation où il s'était peut-être senti impuissant ou blessé. C'est une façon de dire, sans le dire, tu vas comprendre ce que c'est de ne pas avoir de prise sur la situation. La troisième raison, c'est la punition pure. Ici, le silent treatment est utilisé consciemment et délibérément pour faire souffrir l'autre. Pour lui faire payer quelque chose.
pour lui signifier qu'il a commis une faute grave et qu'il doit en ressentir les conséquences. Dans ce cas-là, on est clairement dans une dynamique toxique, voire abusive, surtout si ce comportement est récurrent et systématique. Ce n'est plus de la communication, même défaillante. C'est de la manipulation. Et puis il y a une quatrième raison, plus nuancée, qu'il faut mentionner parce qu'elle est souvent confondue avec les précédentes, le besoin légitime de retrait émotionnel. Parfois, une personne se tait parce qu'elle est submergée. Parce qu'elle a besoin de temps pour traiter ce qu'elle ressent avant de pouvoir en parler. Parce qu'elle sait qu'à chaud, elle dirait des choses qu'elle regretterait. Ce retrait-là n'est pas du silent treatment au sens punitif, c'est de la régulation émotionnelle. C'est ça. C'est même recommandé dans certains cas. La différence fondamentale, c'est la communication autour de ce silence. Dire « j'ai besoin de quelques heures pour me calmer », on en parle ce soir, c'est respectueux. Disparaître sans explication pendant 3 jours en faisant comme si l'autre n'existait pas, c'est du silent treatment. Cette distinction est capitale, et je veux qu'on s'y attarde un moment parce qu'elle est au cœur de la confusion que beaucoup de gens ont sur ce sujet. Le silence n'est pas mauvais en soi. Savoir se retirer, prendre de la distance pour retrouver de la clarté, ne pas répondre dans le feu de l'action, ce sont des compétences émotionnelles précieuses. Ce qui transforme un silence légitime en silent treatment, c'est l'intention derrière, et l'absence totale de communication autour de ce silence. C'est la différence entre faire une pause et ostraciser quelqu'un. Parlons maintenant de ce que ressent la personne qui reçoit ce silence. Parce que pour comprendre pourquoi le silent treatment est si dévastateur, il faut vraiment se mettre à la place de celui ou celle qui le subit. Au début, il y a souvent de la confusion. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne répond pas? Est-ce qu'il va bien? L'esprit cherche des explications rationnelles, des raisons externes. Peut-être qu'il est occupé. Peut-être qu'il n'a pas vu mon message. Cette phase peut durer quelques heures, parfois une journée. Puis vient l'anxiété. Le silence s'éternise et la confusion laisse place à une forme d'angoisse. Le besoin de résolution devient pressant. On commence à rejouer les derniers échanges dans sa tête, à chercher ce qu'on a dit ou fait de mal, à s'interroger sur sa propre responsabilité. C'est là que commence le travail destructeur du silent treatment, non pas parce que l'autre fait quelque chose d'actif, mais parce que l'absence de réponse laisse le champ libre à toutes les interprétations, et souvent aux plus négatives. Ensuite, pour beaucoup de gens, vient la culpabilité. Même quand on n'a rien fait de mal. Même quand la réaction de l'autre est disproportionnée. Le silence crée un vide, et l'esprit humain a horreur du vide, il le remplit avec ce qu'il a sous la main. Et ce qu'il a souvent sous la main, c'est la conviction que si quelqu'un nous punit, c'est qu'on a mérité cette punition. Cette dynamique est particulièrement dangereuse chez les personnes qui ont déjà une tendance à l'autocritique ou une faible estime d'elles-mêmes. Et enfin, après plusieurs jours ou semaines de silence, beaucoup de gens décrivent un sentiment de désintégration de leur identité. Quand quelqu'un refuse de nous reconnaître, de nous voir, de nous répondre, notre existence sociale est en quelque sorte niée. Et parce que nous sommes des êtres profondément sociaux, construits dans le regard des autres, définis en partie par nos relations, cette négation peut ébranler quelque chose de très profond. Des études montrent que les personnes soumises à un silent treatment prolongé développent plus fréquemment des symptômes d'anxiété, de dépression, et une baisse significative de l'estime de soi. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas juste de la sensibilité. C'est un impact psychologique réel et documenté. Abordons maintenant une question que beaucoup de gens se posent sans oser le formuler, est-ce que parfois, le silent treatment est justifié? Est-ce qu'il y a des situations où couper le contact est la bonne réponse? Et la réponse honnête, c'est oui, mais avec des nuances importantes. Dans des situations de violence verbale, physique ou émotionnelle, couper le contact avec quelqu'un peut être une décision de protection nécessaire et légitime. Ce n'est pas du silent treatment au sens manipulatoire, c'est de l'autopréservation. De même, dans certaines relations toxiques où toute tentative de dialogue mène à une escalade, prendre du recul et ne plus répondre peut être la seule option viable. Mais dans la grande majorité des conflits ordinaires, une dispute de couple, une tension entre amis, un désaccord familial, le silent treatment n'est pas une solution. C'est une fuite. Il ne résout rien. Il ne clarifie rien. Il laisse les deux parties dans l'inconfort, et il creuse le fossé plutôt que de le combler. Et plus il dure, plus il devient difficile d'en sortir, parce que la honte, la fierté et l'accumulation de ressentiments finissent par créer une muraille que personne ne sait plus comment franchir. Alors que faire quand vous subissez le silent treatment?
La première chose, c'est de résister à l'envie de poursuivre, de supplier, de bombarder l'autre de messages. Je sais que c'est tentant. Je sais que l'angoisse du silence pousse à vouloir remplir ce vide à tout prix. Mais cette réponse alimente la dynamique, elle confirme à l'autre que le silence fonctionne, qu'il produit l'effet escompté. Exprimez clairement, une fois, ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin. Quelque chose comme « Je vois que tu ne veux pas me parler en ce moment. Quand tu seras prêt, je suis là. J'aimerais qu'on puisse se parler. » Et ensuite, et c'est la partie difficile, laissez de l'espace. Ne pas poursuivre n'est pas de la capitulation. C'est refuser de participer à une dynamique malsaine. La deuxième chose, c'est de ne pas laisser ce silence définir votre valeur. C'est facile à dire, je sais. Mais rappelez-vous que le comportement de l'autre dit quelque chose sur lui, sur sa façon de gérer les émotions, sur ses outils de communication, sur ses blessures non résolues. Il ne dit pas que vous êtes indigne d'amour, d'attention ou de respect. Séparez ce que vous ressentez de ce que vous êtes. La troisième chose, c'est de mettre des limites claires. Si le silent treatment est récurrent dans une relation, si c'est un pattern qui se répète chaque fois qu'il y a un conflit, c'est un signal important. Ça veut dire que ce mode de communication est ancré, et qu'il ne changera probablement pas sans un travail conscient de la part des deux parties. Vous avez le droit de dire à l'autre, dans un moment de calme, « Quand tu ne me parles plus pendant plusieurs jours après une dispute, ça me fait vraiment du mal. J'ai besoin qu'on trouve une autre façon de gérer nos conflits ensemble. » Et si c'est vous qui avez tendance à utiliser le silent treatment, cette vidéo est peut-être l'occasion d'un regard honnête sur vous-même. Pas pour vous culpabiliser, parce que comme on l'a vu, ce comportement vient souvent de blessures anciennes, de schémas appris dans l'enfance, de mécanismes de protection qui avaient du sens à un moment donné. Mais pour reconnaître que ce mécanisme, même s'il vous protège à court terme, coûte quelque chose à vos relations à long terme. Il coûte de la confiance. Il coûte de la proximité. Et il vous prive, vous aussi, de la résolution que vous cherchez peut-être sans le savoir. Apprendre à dire « je suis blessé » ou « j'ai besoin de temps » à la place du silence, c'est un travail. Ça demande de la vulnérabilité. Ça demande de faire confiance que l'autre pourra accueillir ce que vous exprimez sans le retourner contre vous. Et cette confiance-là, elle se construit avec du temps, avec des expériences positives, parfois avec l'aide d'un thérapeute ou d'un accompagnement extérieur. Mais c'est un travail qui en vaut la peine, pour vos relations, et pour vous. Le silence, dans une relation, peut être un espace de paix ou une arme. La différence entre les deux tient à une chose, l'intention. Un silence choisi, communiqué, temporaire, c'est de la sagesse. Un silence imposé, prolongé, utilisé pour punir ou contrôler, c'est de la violence, même si elle ne laisse aucune trace visible. Et la prochaine fois que vous serez tenté de vous taire pour faire passer un message, demandez-vous simplement, est-ce que ce silence va rapprocher ou éloigner? Est-ce qu'il va ouvrir quelque chose ou fermer une porte? Est-ce qu'il dit ce que j'ai vraiment besoin de dire ou est-ce qu'il m'empêche de le dire? Parce qu'au fond, la plupart de nos silences punitifs cachent des mots qu'on n'a pas encore trouvé le courage de prononcer. Si cette vidéo vous a parlé, que vous vous soyez reconnu dans celui qui reçoit le silence ou dans celui qui le donne, partagez-la à quelqu'un qui gagnerait à la voir. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà vécu une situation de silent treatment, et comment vous en êtes sorti? Je lis tous vos commentaires, et ces témoignages m'aident à préparer les prochaines vidéos. À très bientôt.